Décolonisation, le Vietnam. Épisode 18, de l'âtre contre Giap. Bonjour. Il y a 2 semaines, nous nous sommes quittés sur la RC4, où le général Giap a infligé à l'armée française son premier revers. La débâcle de Cao Bang n'a peut-être pas le caractère décisif qu'aura Dien Bien Phu, mais la défaite française fait l'effet d'une bombe. Paradoxalement, l'évacuation de Lang Son qui s'en est suivie ne fait pas tomber le gouvernement Pleven, comme en 1885 quand elle avait coûté son poste à Ferry Tonkin. Et cela pour 2 raisons principales. Premièrement, l'Indochine s'éloigne. La défaite est grave, bien sûr, mais tout n'est pas perdu. Deuxièmement, et surtout, il y a consensus des partis de gouvernement sur la politique indochinoise. Et ce n'est pas sur l'Indochine que chutent les gouvernements de la 4e République. Preuve de la stabilité sur la question, malgré une douzaine de premiers ministres entre 1944 et 1954, seuls 2 hommes occupent le Quai d'Orsay sur la même période, Bidault et Schuman. Cela dit, c'est la panique à Hanoï. Quoi ? 5000 morts et prisonniers ? 8 bataillons hors de combat ? Eh bien, les divisions Viet Minh vont bientôt déferler sur le delta. Du coup, les commerçants de Hanoï sortent leur stock. On envoie les femmes et les enfants à Saigon, ou mieux, en France. La fin est vraiment proche, pour beaucoup à Hanoï. Pour paraphraser Tite-Live, parlant de Rome après la défaite de Cannes en -216, je cite « Jamais la ville restant sauve, il n'y eut autant de peur et de tumulte entre les murs de Rome. » Fin de citation. Je vous renvoie au livre 22 de Tite-Live. Les pires scénarios sont donc envisagés en haut lieu, dont l'abandon pur et simple du Tonkin au profit d'une défense de l'Annam et de la Cochinchine. Résultat, le général Carpentier et le haut-commissaire Pignon sont limogés. Il faut donc absolument sortir l'Indochine de l'ornière. Alors, aux grands mots, les grands remèdes. Et Paris envoie du lourd, du très lourd. Et comme vous avez fait vos humanités, je vous renvoie encore une fois à Tite-Live, cette fois-ci au livre 5. De même qu'en -316, le Sénat romain fait appel au valeureux Camille et le nomme dictateur pour mettre un terme au siège de Veii. De même, en 1951, Paris appelle à la rescousse un de ses soldats les plus décorés, le général de Lattre de Tassigny, et lui donne les pleins pouvoirs civils et militaires, car de Lattre est nommé commandant en chef et haut commissaire. Qui est-il, ce de Lattre ? Eh bien, il est âgé à l'époque de 61 ans. C'est un Saint-Cyrien qui s'est illustré pendant la Première Guerre mondiale où il est blessé 5 fois, signe d'un courage indéniable au feu. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il est emprisonné par Vichy. Mais de Lattre a une certaine idée de la France. Alors il s'évade avec l'aide de sa femme et de son fils, âgé alors de 15 ans. Il rallie la France libre et il est à la tête de la première armée qui débarque en Provence en 1944 et mène la campagne Rhin et Danube. C'est d'ailleurs le seul général français à avoir commandé de grandes unités américaines. En 1950, il est le commandant en chef des armées de terre de l'Europe occidentale. C'est donc un chef de guerre accompli.
dont on loue l'autorité, le charisme, l'esprit offensif et sa capacité à communiquer avec les journalistes. Cela dit, il ne fait pas l'unanimité. Il peut être hautain et colérique, et d'aucuns le trouvent aussi d'une mégalomanie excessive. Et ce que ses admirateurs appellent son sens médiatique, pour ses détracteurs, c'est de la mise en scène, d'où son surnom de général de théâtre. Mais que vient donc faire ce chef militaire d'exception, au zénith de sa carrière, dans la galère indo-chinoise? Eh bien, voici ce qu'il dit au général Salon. Je cite: « Mon fils Bernard, de jeunes cadres comme lui se battent en Indochine. Ils m'ont écrit et ils m'appellent. Je n'ai pas le droit de rejeter leurs prières, car c'en est une. Ils veulent être commandés. » Fin de citation. Et il est vrai que son fils, jeune lieutenant de 23 ans, sert en Indochine à l'époque. Et dans sa correspondance, il ne cesse de dire à son père que la France a besoin de lui en Indochine. Or, Delattre est un patriote, et son sens du devoir, et sûrement une très haute estime de lui-même, l'ont poussé à se dire « j'y vais ». Et c'est le 17 décembre 1950 que Delattre arrive à Saigon, avec l'aura de l'homme providentiel. Et c'est une entrée dans le style du personnage, c'est-à-dire théâtral. Quand il apparaît en haut de la passerelle, il est en grande tenue blanche. Il marque un temps d'arrêt et enfile des gants blancs, l'air de dire « je viens nettoyer les écuries d'Augias ». Il descend très lentement de la passerelle et passe minutieusement les troupes en revue. Puis il explose et il étrille en public le colonel commandant la garde d'honneur qu'il juge minable. Ce sera le même traitement pour quantité de colonels que Delattre va remplacer par ses hommes de confiance. 2 jours plus tard, cet homme d'action est à Hanoï, là où est le danger. Et là encore, il fait un scandale car on ne lui a pas joué la Marseillaise à sa descente d'avion. Et il ordonne aussi un grand défilé militaire. Après la parade, il convoque tous les officiers. Je cite: « Je vous apporte la guerre, leur dit-il, mais aussi la fierté de cette guerre. L'ère des flottements est révolue. Je vous garantis, messieurs, que désormais vous serez commandés. » Fin de citation. Aux jeunes officiers, parmi lesquels se trouve son fils, il dit, je cite, « C'est pour vous que je suis venu, les lieutenants, les capitaines, pour ceux qui se battent pour gagner. » Fin de citation. Le ton est donné pour ce qu'on appelle communément l'année de Delattre. Du côté de la RDVN, la campagne frontalière victorieuse de 1950 a donné une confiance incroyable au général Zapp. Il se montre même ravi de la nomination d'un chef aussi prestigieux que le général Delattre, la considérant comme un hommage à son talent et à ses troupes. Et en cet automne victorieux, la propagande vietmine proclame, je cite, « L'armée populaire sera à Hanoï pour notre tête. Venez, joignez-vous à nous avant qu'on n'ait plus besoin de vous. Bientôt, il sera trop tard car nous aurons rejeté tous les ennemis à la mer. » Fin de citation. En réalité, le débat fait rage dans l'état-major de la RDVN sur l'opportunité ou non de passer à l'offensive générale. Les conditions sont-elles vraiment réunies pour sauter la phase 2 et s'engager directement à la phase 3? Est-ce qu'on a mobilisé suffisamment les masses populaires? Est-ce qu'on a effectué assez de travail de sape sur les arrières de l'ennemi? D'autre part, si le delta est conquis, est-ce que ça veut dire la chute de la maison Indochine? Rien n'est moins sûr. Mais le général Zapp
veut quand même porter l'estocade et vite. Et en fin de compte, il a le dernier mot. Et ce qui fait pencher la balance, c'est la pénurie de riz qui sévit alors en zone RDVN. Selon Zap, il faut absolument prendre le delta pour éviter une famine dans les zones sous administration RDVN. À l'assaut donc de Hanoï, avec comme première étape une attaque d'envergure depuis le nord-ouest du delta du fleuve Rouge. Le général Zap met en position les divisions 308 et 312. Objectif, Vinh Yen, à 50 km au nord-ouest de Hanoï. Vinh Yen, c'est une sorte de verrou sur la route de Hanoï. Une fois prise, une ruée vers la capitale du Nord est inévitable. Mais le général Zap va pécher par orgueil. C'est l'hubris des anciens. Car Zap semble avoir oublié que s'il avait remporté la bataille de la RC4, c'est parce que le terrain accidenté et le crachin de la haute région avaient empêché le déploiement de l'aviation et de l'artillerie française. Or, le delta, c'est la race campagne et c'est très près de Hanoï. Ces fantassins, les Bodoï, doivent avancer à découvert, ce qui est idéal pour l'artillerie et l'aviation française. Quoi qu'il en soit, le 13 janvier 1951, au soir, 2 régiments de la division 308 lancent la campagne Tran Hung Dao, du nom du héros Viet, vainqueur des Mongols qu'on a vu à l'épisode 1. Et les choses commencent bien pour Zap. Le poste de Bao Chok, défendu par des tirailleurs sénégalais et vietnamiens, tombe après la mort de tous ses défenseurs. Un groupe mobile français, envoyé en renfort, est taillé en pièces et doit se replier en catastrophe. Mais c'est là que Delattre entre en scène. Il survole lui-même Vinh Yen. Il gagne les postes avancés et parle à ses officiers sur le terrain. Puis il donne ses ordres. Il prélève 7 bataillons sur le sud et le centre du Vietnam pour les lancer dans la bataille. Le 15 janvier, il envoie un groupe mobile qui prend les hauteurs de Vinh Yen. Mais les vagues incessantes de fantassins vietnamiens menacent de submerger ses positions. L'heure est grave. Alors Delattre revient une deuxième fois sur Vinh Yen. Il réquisitionne tous les avions civils et militaires d'Indochine et organise un véritable pont aérien qui amène des renforts, mais surtout, qui bombarde les fantassins vietnamiens au napalm. Sans relâche, une pluie de bombes au napalm s'abat sur les Bodoï qui sont à proprement parler incinérés sur place. Le 17, la division 312 tente un ultime assaut mais est stoppée net par l'artillerie française et un mur infernal de napalm. Les Bodoï de Zap sont contraints de se retirer. Et le bilan est lourd. Et j'ai lu des chiffres très différents. L'historien Logval, par exemple, parle de 6000 morts et 8000 blessés sur le champ de bataille. Mais d'autres historiens parlent de 1500 à 2000 morts. Quoi qu'il en soit, le score est de 1 pour Delattre et 0 pour Zap. L'offensive générale de Zap commence donc par un échec sanglant à Vinh Yen. Et Vinh Yen, de l'autre côté, est un succès énorme pour Delattre. Et il en assure bien sûr le service après-vente. Il invite tous les journalistes à faire des tournées sur le champ de bataille et il organise un triomphe, un défilé militaire pour le nouvel an lunaire qui coïncide avec la fin des combats. Bao Dai, au bout de la cérémonie,
Mais qu'importe. Gens de Hanoï, on vous avait annoncé un sauveur, eh bien, il est là. Après Vignyen, Zap ne s'avoue pas vaincu pour autant et essaie encore une fois de prendre le delta. Fin mars, il lance la campagne Hoang et Tam, du nom de ce résistant évoqué ici même au 3e épisode. 21 bataillons sont lancés sur Mao Ke, au nord-ouest de Haiphong. À 3 contre 1, la garnison française ne tombe pas malgré 25% de pertes. Pourquoi? Réponse, artillerie et napalm, encore une fois. Delattre 2, Zap 0. La 3e et dernière tentative intervient 2 mois plus tard. L'objectif ici, juste frapper la récolte du riz, est de mettre la main bien sûr sur ces récoltes et d'occuper les sanctuaires catholiques autour de Phat Diem, fief de Monseigneur Lê Hữu Tu. Des éléments des divisions 308 et 320 traversent le fleuve Dey le 29 mai. Les positions françaises sont prises et reprises dans des combats sanglants. Mais le 6 juin 1951, le général Delattre parvient à couper les lignes d'approvisionnement de Zap. L'armée populaire du Vietnam est repoussée une fois de plus, abandonnant 1000 prisonniers et 9000 tués ou blessés sur le terrain. Delattre 3, Zap 0. Seule ombre au tableau pour le commandant en chef français, la mort au combat de son fils unique, le lieutenant Bernard Delattre. Cette mort se révélera lourde de conséquences pour l'état d'esprit du père. On en reparlera. Mais ce qui est clair, c'est qu'en quelques mois, toutes les offensives du général Zap sur le delta sont repoussées. Delattre a redressé la barre et le corps expéditionnaire français a redressé la tête. Le général Zap, si plein d'assurance en début d'année 1951, a été renvoyé à ses chères études de stratégie par un général vrai. Il a envoyé l'armée populaire en terrain découvert et en a fait des cibles idéales pour l'aviation et l'artillerie française. Et avec ces victoires du commandant en chef, le haut-commissaire Delattre engrange assez de crédit pour travailler sur le volet politique de sa mission. Mais si vous permettez, on reviendra sur ce volet politique très complexe la semaine prochaine. Pour l'instant, je voulais terminer avec un autre apport déterminant de Delattre en Indochine, c'est-à-dire la pérennisation de l'aide américaine. Ce que Delattre comprend très vite, c'est que ces succès de 1951 auraient été impossibles sans l'aide américaine. Tous les avions qui ont transporté les troupes et bombardé Vignyen sont de fabrication américaine, par exemple. D'autre part, on a vu le rôle déterminant qu'a joué le napalm, cette arme fatale au Bodoy, à Vignyen, à Mao Ke et sur le fleuve Dey. Delattre fait donc de l'aide américaine une priorité absolue. Mais n'allez pas penser que ce soldat à la De Gaulle est américanophile. Au contraire, il se méfie de ces Américains qu'il soupçonne de vouloir supplanter la France en Indochine. Son objectif est bien sûr de garder l'Indochine dans le giron français, mais disons qu'il est prêt à pactiser avec le diable américain pour cela. Du coup, il pousse encore plus loin la rhétorique anticommuniste de Pignon. Il répète à tous les journalistes américains que la France est au Vietnam pour sauver le pays des griffes de Pékin et de Moscou. À chaque occasion, il fait le parallèle entre la Corée et l'Indochine.
deux fronts selon lui d'une même guerre, la guerre contre le communisme. Lucien Baudard, journaliste très proche de Delattre pendant cette année, dit de lui que c'était un militaire qui connaissait l'importance de l'opinion publique sur le sort d'une guerre. Delattre lance donc une véritable campagne pour vendre la guerre d'Indochine au public américain. Et cette campagne culmine lors d'une tournée américaine de 2 semaines en octobre 1951. À chaque étape, le général joue de son charisme et de ses états de service pour charmer l'Amérique. Il est en prime time sur les plateaux télé, il est reçu par le président Truman, par le Congrès. Résultat, le public et la classe politique américaine succombent à l'offensive de charme. Le Congrès s'engage à accélérer les livraisons d'armes et de matériel à la France. Et à son départ, un éditorial dithyrambique du New York Times réaffirme la convergence de vues entre Français et Américains et appelle à augmenter l'aide à la France en Indochine. Cette aide est déjà substantielle avant la tournée de Delattre. Mais dans les 4 mois qui suivent la tournée, la France reçoit plus de 130 000 tonnes de matériel militaire. C'est un acquis de Delattre qui lui survivra. L'aide américaine continuera d'augmenter de façon exponentielle et tout commence là au tournant de 1951-1952. Le commandant en chef Delattre laisse donc une empreinte indélébile sur le conflit au Vietnam. Homme d'action, il a renvoyé le général Zapp à ses études de stratégie. Bon, si on chipote, on peut dire qu'il n'a pas repris un seul kilomètre carré de territoire. Qu'il est comme un boxeur qui, après être allé au tapis, se satisfait de ne plus prendre de coups. Ou encore, si on reste dans le sport, que c'est comme un nouvel entraîneur qui prend l'équipe et qui fait en sorte qu'elle n'encaisse plus de buts. Par contre, l'équipe ne marque toujours pas. D'ailleurs, un des grands chantiers de Delattre dont on n'a pas parlé, c'est la ligne Delattre. La construction d'une chaîne de blocos de béton autour du delta pour empêcher les infiltrations du Viet Minh. La ligne Delattre, c'est un ouvrage défensif et elle montre bien que Delattre n'a pas les moyens d'aller chercher le Viet Minh, donc défend juste ses acquis. Mais les Français d'Indochine ne chipotent pas à l'époque. Et ils sont persuadés que sans Delattre, Hanoï serait tombé aux mains du Viet Minh. Delattre est le sauveur de l'Indochine. Au prochain épisode, nous nous intéresserons à l'autre casquette du général Delattre, celle de haut-commissaire. Et on verra que le commandant en chef Delattre, avec toutes ses réussites militaires, ne fait pas avancer d'un iota le schmilblick vietnamien. En effet, le haut-commissaire Delattre n'arrive pas à sortir de la contradiction du quadripartisme de Pignon. On crée un État associé du Vietnam, supposé libre et indépendant, tout en exigeant des Vietnamiens une loyauté totale envers la France. Du coup, la question que posent les Vietnamiens non communistes est la suivante. Pourquoi risquer sa peau à combattre d'autres Vietnamiens si c'est pour maintenir la France au pouvoir? Eh bien, quelle est bonne la question. On y reviendra la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et encore merci pour votre fidélité et salut hein.